Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cette masterclass dont je suis très fier puisqu'elle est essentiellement composée d'alumni, donc d'anciens étudiants de Financia, qui ont tous un point commun et une particularité, c'est d'avoir eu une expérience à l'international. Alors certains y sont encore, d'autres sont rentrés, donc plein de parcours très intéressants. Chaque parcours naturellement différent et on va pouvoir évoquer ce sujet euh, dont souvent nos étudiants de Financia ont la volonté ou en tout cas peut-être l'idée d'aller à l'étranger, voilà, ou d'avoir une expérience professionnelle, une expérience significative à l'étranger, ce qui sur un CV est quelque chose de positif puisque en règle générale, on doit souvent travailler dans une autre langue, et donc c'est pas évident. Alors c'est bien de suivre des cours, avoir quelques cours en anglais, lire certains bouquins, ou même travailler en France euh, dans un microcosme, je dirais, anglophone. Mais c'est vrai que l'immersion à l'international est quand même intéressante, et même si on va dans les frontières pas très loin, et ben, il y a des coutumes, des manières de travailler qui sont des fois un petit peu différentes, mais vous pourrez avoir le témoignage de chacun de nos étudiants. Alors, pour partir à l'étranger, il y a différentes possibilités. Une, souvent, on peut faire un échange durant la scolarité. On a nous-mêmes beaucoup de partenariats qu'on utilise peu. Pourquoi? Parce que chez Financia, c'est vrai qu'on aime beaucoup l'alternance, hein. D'ailleurs, vous tous ici avez été en alternance et c'est vrai que c'est un vrai plus en termes d'expérience, d'immersion pour la suite, pour le CDI, pour d'autres. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire une rupture et de partir à l'étranger. Donc, il reste une solution, lorsqu'on veut connaître cette expérience internationale, c'est de pouvoir partir après ses études. Alors, pour partir après ses études, il y a on voit différents cas. Donc, on a pas mal d'étudiants qui ont eu des CDI directement, hein. Et je pense entre autres à la place de Londres, hein, puisque effectivement, la plupart de nos étudiants, lorsqu'effectivement vont à l'étranger, vont dans des places financières, hein, en règle générale. Et c'est vrai qu'on a certains étudiants qui ont trouvé des CDI directement, certains ont créé leur entreprise et sont partis dans différents types de pays. Et c'est vrai que celui qui embauche pas mal après la scolarité est souvent l'Angleterre à Londres. Mais il y a une autre possibilité qu'on va spécifiquement voir ce soir, et tous les témoignages vont dans ce sens, c'est le VIE. Donc certains d'entre vous connaissent le VIE, d'autres un peu moins. Il y a certaines règles en France, vous savez, une administration qui est forte et donc on aime bien encadrer les choses. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le VIE? Tout simplement, en fait, c'est le volontariat international en entreprise, hein. Donc, c'est le sigle de ce mot assez long. Alors, il faut avoir entre 18 ans et 28 ans pour pouvoir, en tout cas, partir dans le cadre d'un VIE. Et c'est réservé aux gens qui ont une nationalité française ou la communauté économique européenne, hein. Voilà, donc c'est assez large. C'est pas, ça exclut un petit peu nos étudiants hors Europe, voilà, mais bon, ils sont un petit peu moins nombreux chez Financia. Il y a aussi il y a une durée, hein, puisqu'en en fait, on est là, les contrats s'étalent, je dirais, au minimum entre 6 mois jusqu'à 24 mois, hein, au maximum. Hein, donc ça, c'est assez réglementé. Et puis, il faut partir avec un objet bien précis, qui est souvent celui de réaliser, je dirais, un projet dans le cadre de l'entreprise avec laquelle vous partez. Bon, vous allez pouvoir constater que les banques sont assez friandes de VIE. Il y a pas mal ils proposent pas mal de possibilités à ce point-là. Bon, il y a une concurrence qui est forte aussi, hein, puisqu'il y a pas mal de gens qui veulent partir. Parce qu'en plus, non seulement du projet, qui est intéressant, et cette possibilité de partir à l'extérieur, il y a aussi des avantages financiers.
puisqu'une partie effectivement de la rémunération, qui d'ailleurs n'est pas considérée comme une rémunération, mais je dirais plutôt comme un dédommagement, n'est pas fiscalisée. Et en plus de cela, il y a certaines charges qui peuvent être prises en charge. Et il y a aussi une prime par rapport à certaines zones géographiques. Alors, on n'a pas de zone géographique trop exotique ici autour de la table, mais il faut savoir qu'effectivement, cette prime est par décret d'État et peut varier d'un pays à l'autre, ce qui fait que tout cumulé, en tout cas en sortant d'école, ça me semble être une très belle opportunité. Alors, il est vrai que la période actuelle de confinement est un petit peu particulière. Vous savez que les frontières vont rester fermées pendant un certain temps. Je pense entre autres, par exemple, aux États-Unis. Hein. Alors, on n'a pas invité tous nos étudiants en VIE, certains n'étaient pas disponibles, d'autres avaient des fonctions qui cumulaient un petit peu. Voilà, mais bon, je pense entre autres, on a des VIE qui ont été à New York. Bon, il est certain que vu que les compagnies aériennes à l'international ne risquent pas de fonctionner les mois qui viennent, ça va être compliqué. Néanmoins, les VIE, ce n'est pas que les États-Unis ou ce n'est pas que l'Asie, il y en a aussi en Europe. Et en Europe, on aura la possibilité de circuler. Et on a beaucoup de nos étudiants qui sont entre autres au Luxembourg. Après, l'Europe proche, c'est-à-dire sans la communauté européenne, mais en tout cas la Suisse, par exemple. Puis vous allez pouvoir avoir d'autres exemples. Mais il va quand même y avoir des possibilités. Puis ce confinement ne va pas être éternel. Et donc, il y aura aussi des possibilités de partir peut-être un petit peu plus tard. Et c'est peut-être l'occasion dans ces temps-là de pouvoir en tout cas se renseigner. Et en tout cas, l'objectif un petit peu de cette masterclass, c'est de vous informer, d'avoir des témoignages, en fait, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, et savoir effectivement que ça existe et qu'il y a des possibilités. Hein. Alors, ce que je vous propose, parce que je suis très content, parce qu'on est, je vois qu'il y a un certain intérêt, parce qu'on est assez nombreux en fait à suivre cette masterclass. Hein. Il y a plus de 45 participants, donc merci à tous ceux qui participent et j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Comme on est assez nombreux, ce que je vous invite, je pense que vous avez tous l'habitude d'utiliser Zoom maintenant, mais vous voyez, il y a un petit clic qui s'appelle Converser qui est juste en bas. Donc, ce que je vous invite, c'est à écrire les questions sur les côtés et puis au fur et à mesure, on pourra répondre au fur et à mesure des questions. Alors, j'irai pour ouvrir le bal. Je vais commencer par la seule femme qui représente aujourd'hui, qui est Sarah Fouchard. Alors, tout d'abord, bonjour Sarah, merci d'être là. Tu reviens, il y a juste une semaine que tu reviens de Singapour, donc tu as fait une belle et longue expérience là-bas, dans une place financière très importante, et non pas seulement qu'en Asie, mais mondialement, avec une fiscalité particulière qui attire beaucoup de capitaux et en tout cas qui attire beaucoup de gens du monde du monde de la finance, souvent un petit peu méconnu en France, mais de moins en moins parce qu'elle prend vraiment un essor qui est vraiment très important. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, mais depuis que tu es rentrée chez Financia, quel cours tu as fait chez Financia? Je sais que tu étais en alternance. Quelle alternance tu as fait et comment tu es arrivé à ton VIE? Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis rentrée chez Financia après une licence d'économie-gestion. Je suis rentrée sur le master 1 gestion des analyse des marchés et gestion des risques FI. Sur la première année, donc j'ai fait mon alternance chez Cassib à Saint-Quentin au back office, qui s'est très bien passé. J'ai poursuivi cette alternance toujours dans le groupe Crédit Agricole, mais chez Amundi, en même temps que le master 2 finance de marché, qui s'est donc très bien passé, que ce soit le master ou l'alternance. Et l'alternance étant là aussi très bien passée. Moi, j'avais envie de partir à l'étranger. Je pense, du coup, comme la plupart de ceux qui suivent ou des autres qui sont partis en VIE aussi, tout simplement parce que j'avais envie de voir autre chose, de découvrir autre chose. Moi, je suis partie un petit peu loin, effectivement. Je suis partie en Asie parce que changement total de culture. Mon envie, c'était pas de rester en Europe, c'était vraiment de partir loin.
Et donc, j'ai eu l'opportunité chez Amundi. Ils m'ont proposé un poste sur Singapour qui correspondait exactement avec la ligne métier dans laquelle j'étais sur Paris. Donc, ça s'est fait assez facilement, vu que je connaissais déjà les équipes. Donc, je suis partie il y a presque 2 ans. Je suis partie en juillet 2018 à la sortie du master, le lendemain presque. Et donc, j'y ai fait presque 2 ans. Voilà, c'est vrai qu'avec la crise actuelle du Covid, c'est un peu compliqué sur la fin. On a choisi de me faire rentrer un peu plus tôt, pas parce que les frontières ont fermé ou autre, mais plus parce que dû à la date de fin de mon contrat, à la date de fin de confinement là-bas, ça faisait pas forcément sens de me laisser encore là-bas. Donc, je suis rentrée, mais j'occupe toujours jusqu'à fin juin. Je travaille toujours pour Singapour depuis Paris. C'est un peu difficile, mais c'est faisable. Mais en tout cas, effectivement, c'est une place assez incroyable. Il y a énormément d'acteurs là-bas. Toutes les grandes banques françaises sont présentes. Toutes ont des VIE. Pour en connaître une bonne partie, en tout cas ceux de la même promo que moi, il y a des VIE, que ce soit à la Société Générale ou chez BNP ou chez CACIB, il y a des VIE là-bas. Pour moi, ça a été vraiment incroyable, donc n'hésitez pas, ça recrute. Donc effectivement, ça se stoppe en ce moment, mais je suis sûre que ça va réouvrir et en tout cas, ils sont très friands de ça. Bon, super, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais donner la parole comme ça, tout le monde va se présenter un petit peu de la même manière, ce que je vous propose, et puis on pourra éventuellement répondre aux différentes questions. Et donc, je vais passer la parole à Khaled, hein, voilà, qui a fait le programme en compliance. Donc, vous voyez que on peut faire différentes formations, hein, peuvent amener à l'international. Hein, c'est pas fermé. On a différentes possibilités. Juste avant de donner la parole effectivement à Khaled, je voulais passer un petit coucou à Antoine Augustin, qui est un VIE qui est à Londres actuellement. Et alors on l'a pas invité parce qu'il a fait une conférence il y a quelques jours, une présentation pour nous devant les étudiants, puisque lui en fait il est intégré en VIE, la BNP, au sein du département cybersécurité, voilà, qui est en plein développement et dans lequel, vous savez, on a une formation en interne qui fonctionne très bien. Et la cybersécurité, c'est un sujet d'actualité, surtout dans le cadre du confinement, où on voit effectivement que toutes ces tentatives d'extorsion de fonds généralement ou d'escroquerie ne s'arrêtent pas et essaient d'en profiter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Londres à contacter sur LinkedIn Antoine Augustin, il se fera un plaisir de vous répondre. Vous regardez sur Facebook ou LinkedIn, vous pourrez voir entre autres le témoignage qu'il a fait de manière récente. Et donc, sans tarder, je donne la parole à Khaled. Bonjour Khaled, comment tu vas? Bonjour à tous. Ça va super et toi? Bah écoute, très très bien. Mais écoute, je suis vraiment heureux de t'avoir ici. Alors, raconte-nous un petit peu. Tu as voulu faire le métier de compliance officer, entre autres. Hein, donc, tu as fait notre programme que je rappelle encore à tout le monde, hein, classé numéro 1 en France, exceptionnel. Hein. D'ailleurs, c'était ta promotion. Hein. Pendant ta promotion, ils ont été classés. Donc, bravo encore à toi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à l'étranger? Parce que souvent, quand on fait compliance, c'est vrai que on a quelques étudiants à l'international. On a aussi une ancienne étudiante qui est à Londres, chez Natixis actuellement. Mais c'est vrai qu'on pense à une législation française très particulière. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie et comment ça s'est passé, un petit peu ton intégration, j'irai au Luxembourg? Déjà, pourquoi j'ai décidé de partir à l'étranger. Après, je reviendrai pourquoi Luxembourg, mais ça s'est fait, on va dire, assez naturellement. Déjà, je pense que la raison pour tout le monde, on a tous la même raison, c'est l'anglais. Je pense que c'est l'anglais. Mais quand on dit anglais, on ne pense pas forcément au Luxembourg directement. On va plus penser à Singapour, Stockholm, Londres, New York, mais pas forcément Luxembourg. Mais Luxembourg, on peut totalement s'améliorer en anglais. Donc, mon intégration s'est super bien passée. C'est une entreprise française. Je pense que ça doit, que tu sois au Luxembourg, à Dubaï ou n'importe où. Je pense que
c'est assez, tu vois, c'est assez convivial. Donc, enfin, ça se fait assez naturellement. Voilà. D'accord. Et comment tu as fait pour candidater? Donc au début, je ne connaissais pas du tout le VIE. Je voulais absolument partir à l'étranger, mais par n'importe quel moyen, trouver un CDD ou un CDI à l'étranger. C'est là que les RH, avant j'étais chez BP2S, BP2S, c'est le concurrent numéro un de KCIS. Donc c'est une banque, une dépositaire, qui m'ont parlé du VIE et donc CV Web, qui est la plateforme dédiée au VIE. Donc, tu vas dessus, il y a énormément d'offres. Comme a dit Sarah, ils sont très friands des nouveaux, on va dire, des nouveaux étudiants qui viennent d'avoir, enfin, des nouveaux diplômés, des jeunes diplômés. Ah bon, bah c'est parfait. C'est vrai que j'ai même vu sur LinkedIn, hein, ils ont communiqué concernant les VIE. Et ils prennent quoi comme type de poste en général? Qu'est-ce qu'ils recherchent en général? Tout type de poste. Enfin, moi, personnellement, enfin, c'est le poste que je faisais avant. J'étais analyste KYC chez BP2S. C'est exactement le même poste. Enfin, je connais des compliance officers. Après, je parle dans mon domaine. Je ne connais pas forcément les autres domaines. Mais je sais qu'il y a des… Enfin, il n'y a pas de… Enfin, il y a pas de petits postes ou grands postes. Non, ça peut être tout type de poste. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question, mais du coup, je vais passer la parole, parce qu'elle vous concerne tous les deux, je vais passer la parole à Maxime Gervais. Hein, bon, le temps que tu allumes ta caméra, Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. si tu peux. Bonjour Maxime, merci Bonjour. beaucoup. Alors, toi, tu es presque un ancien, puisque tu as déjà fini ton VIE. Hein, je dirais, tu es un uni, tu as fini un VIE. Alors, le point commun que tu as avec Khaled, c'est que tu es au Luxembourg. Hein, au Tout à Luxembourg. fait. Alors, avant de décrire un petit peu ton poste, comment ça s'est passé, ce que tu fais aujourd'hui, j'ai un étudiant effectivement qui demande si on a juste besoin de parler anglais ou est-ce qu'au Luxembourg, il faut parler d'autres langues idéalement? Non, non. Alors, en ce qui concerne le Luxembourg, alors l'anglais, même l'anglais, hein, honnêtement, à un niveau scolaire est suffisant parce qu'on intègre quand même des structures françaises qui intègrent dans leurs effectifs beaucoup de personnes qui sont frontalières et qui viennent de la France. Donc, au final, la langue au bureau de tous les jours au Luxembourg, ça reste le français. Donc français, anglais un petit peu, mais c'est un niveau, c'est pas forcément un prérequis. Je pense que Sarah pourra dire le contraire pour Singapour. Ça dépend vraiment de la zone géographique qu'on vise. Parfait. Oui, et Maxime, alors raconte-nous quel programme tu as fait chez Financia, quel Oui. VIE tu as fait et comment ça s'est passé après le VIE? Alors, du coup, chez Financia, donc j'ai intégré suite à une école, j'avais un diplôme d'ingénieur, donc j'ai postulé à Financia pour avoir une spécialité en finance de marché. Donc j'ai intégré le programme finance de marché. Que j'ai réalisé en alternance à Paris avec une entreprise qui s'appelait Finance Active. Voilà, donc c'est une Ouais, entreprise qui fait de la… Oui, Kenala d'ailleurs, toujours. exactement. Ah ouais, un ancien, un pionnier de la Ouais, notre finance de université. marché. Euh, donc après ça, j'ai décidé de ne pas continuer avec eux. Je voulais vraiment passer j'étais vraiment attiré plus par le domaine des risques. Et donc j'ai pensé immédiatement au VIE. J'ai eu un dilemme qui s'est avéré ne pas être un dilemme parce que j'avais le choix entre partir à Natixis, enfin à New York avec Natixis. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur l'étape finale et donc je me suis un peu rapatrié sur le poste qu'on me proposait au Luxembourg chez KCIS. Donc j'ai réalisé un VIE d'1 an avec KCIS en risque de marché de contrepartie. Et par la suite, bon, KCIS a un petit peu de mal, sur les VIE à recruter. Enfin, ils considèrent que les VIE, c'est plus de l'externe et ils donnent beaucoup la priorité à l'interne entre guillemets. Voilà, suite à ces difficultés, donc il faut savoir que la place du Luxembourg est très active au niveau de la finance. Il suffit d'avoir 1 ou 2 ans d'expérience pour être contacté. Aujourd'hui, je suis contacté presque sur une base hebdomadaire Ouais. pour travailler dans d'autres banques. Et donc, j'ai eu une opportunité à Société Générale Luxembourg.
Et je travaille aujourd'hui, je suis responsable de tout ce qui est reporting de liquidité, donc surtout ce qui est aspect risque de liquidité, surtout les ratios réglementaires pour la banque. Ah ben écoute, bravo pour ton parcours. C'est vrai que, bon, vous voyez, hein, il y a différents types de formations. Certains ont fait finance d'entreprise, compliance, finance de marché. C'est vrai que le secteur du risque est un secteur dans lequel il y a une très forte demande, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés. Et donc, ça fait partie, entre autres des métiers, des métiers d'avenir. Alors, je vais passer rapidement la parole à Jérémy Emmanuel, alors qui, si j'ai bien compris, ça fait un petit moment que tu as arrêté Stockholm, hein, puisque ça va, donc c'est vrai que c'est une place un petit peu originale, on a un petit peu moins, un peu moins l'habitude. Alors, raconte-nous, je sais que les nuits sont courtes à Stockholm. Il paraît que les filles sont très jolies. Je ne sais pas si c'est des rumeurs. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Raconte-nous un petit peu ton expérience. Je confirme, Alfonso, au niveau des filles. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti à Stockholm, en Suède. C'était pour cette raison-là. Non, plus sérieusement, donc moi, Stockholm, alors, d'abord sur mon parcours, donc moi, j'ai fait d'abord une licence d'économie et gestion comme Sarah, avant d'intégrer la Financia. J'ai fait mon M1 en analyse des marchés et gestion des risques financiers, puis après mon M2 en corporate finance chez Financia. Mon alternance, je l'ai faite chez Cassib, tout comme Sarah. Et j'ai intégré du coup un VIE à Stockholm, toujours chez Cassib. Donc la raison pour laquelle j'ai voulu faire un VIE, encore une fois, je pense que je vais rejoindre tout le monde, c'est l'expérience internationale. Mais moi, j'avais aussi un autre critère, c'était d'avoir un poste très spécifique. Je ne voulais pas uniquement avoir un poste international pour avoir un poste international. Je voulais vraiment avoir un poste qui me donne une plus-value sur mon CV et qui m'apporte plus que la langue. Et donc ça, c'est aussi possible de le faire en étant en VIE parce qu'on trouve des postes super intéressants. Donc moi, à la base, je voulais faire du M&A ou du private equity. Donc ce qui se trouve être, quand on veut faire du corporate finance, des postes assez compliqués à avoir parce qu'on a une grosse concurrence dessus. Et j'ai trouvé un poste chez Cassib en leverage finance, donc c'est la partie financement d'une opération de private equity. Donc c'était extrêmement intéressant et enrichissant d'un point de vue professionnel parce que du coup je me retrouvais en tant qu'analyste avec un vrai poste et donc des vraies tâches à faire et qui d'ailleurs se sont révélées être super intéressantes derrière dans ma sortie de VIE pour trouver mon CDI. Donc effectivement, ouais, je suis resté 12 mois en VIE à Stockholm. Donc c'est 12 mois qui étaient renouvelables, sur encore 12 mois. Mais j'ai refusé de renouveler le poste parce que je voulais trouver un CDI. Et donc l'avantage du VIE également, c'est que du coup, on est assez recherché derrière sur des ouvertures de poste en CDI. C'est relativement simple, je dirais, en tout cas pour ma part, d'avoir trouvé un poste derrière en CDI. J'avais plusieurs opportunités. Donc j'en avais à Londres, notamment pour travailler pour un fonds de private equity, mais également à Paris. Et j'ai pris la décision du coup de rester à Paris chez Cassib, toujours dans la même boîte. Donc voilà ce que je peux dire sur le VIE pour le coup. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais chez Cassib dans le cadre de ton CDI? Alors maintenant, je suis en structuration de titrisation. D'accord. Ah, c'était assez drôle parce que j'avais fait mon mémoire de fin d'année sur la titrisation. Et on a normalement ceux qui sont, alors je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont en M2 Corporate Finance, mais en gros, on a un cours avec Monsieur Bradford sur les financements structurés. Il y a une partie qui est faite sur la titrisation. Et donc, c'est assez drôle de me retrouver derrière ça, du coup, sur un poste sur lequel j'avais bossé lors de mon mémoire de fin d'année. Bon, bah écoute, je suis content de savoir qu'effectivement, c'est vrai que les mémoires, c'est un gros travail. Et les étudiants qui nous écoutent sont un peu stressés parce que vous savez qu'il faut bientôt les rendre. Et donc, effectivement, il y a M. Bradford qui a dispensé ses cours il n'y a pas très longtemps, malgré le confinement à distance. Et les étudiants étaient vraiment très contents d'avoir ce cours-là. Et effectivement, là, il y a eu un peu de chance, mais c'est vrai qu'idéalement, le mémoire sert à ça aussi et peut aider sur un plan de carrière parce qu'à force de passer autant de temps à faire des recherches sur un domaine, on commence à accumuler pas mal de connaissances, des fois même un petit peu plus que des gens qui ont la tête dans le guidon, qui travaillent toute la journée et qui ont un peu moins le temps de faire de la lecture. Et donc, on peut apporter aussi un petit peu de la nouveauté. Alors, j'avais une question auquel je vais répondre avant de continuer.
et puis on reviendra sur les questions généralistes une fois qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, quel type de poste en VIE serait-il abordable pour un étudiant sortant du MBA Finance d'entreprise? Alors, comme vous avez pu le constater jusqu'à maintenant, il y a des postes en fait qui sont vraiment très très différents, qui vont du risque au corporate, à la compliance. Bref, c'est vraiment très très large. Donc aujourd'hui, vraiment pour les étudiants de Financia, c'est vraiment très très large. De nombreux postes sont ouverts et vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Comme ce que vous constatez, c'est que généralement, bah, c'est plutôt des grandes banques. Hein. Les PME ne font pas de VIE, même des PME à taille moyenne. Et comme ce on a pu l'entendre, c'est vrai que le recrutement en interne est quand même préféré. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour un VIE, je dirais la première démarche, déjà, c'est regarder en interne les possibilités que présente chaque banque. Elles fonctionnent toutes un petit peu de manière différente, mais il y a toujours un pôle RH où vous pourrez retrouver les offres en interne. Donc ça, c'est la première priorité, tout en sachant que sur le web, il y a un site qui s'appelle C-Web, entre autres, qui répertorie aussi des offres et autres. Vous avez la possibilité aussi de trouver des offres. Néanmoins, les banques favoriseront toujours les étudiants en interne parce qu'ils les connaissent. C'est une responsabilité de les envoyer à l'étranger. Généralement, comme vous pouvez voir, c'est pour des postes très intéressants. Et donc, naturellement, ils ont un petit peu plus de mal avec le recrutement, le recrutement interne. Alors, je vais donner la parole à Ilyes, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a fait chez Financia, on a la chance de faire un séminaire à Dubaï. Et donc, bah, naturellement, on a rencontré Ilyes, on a dîné tous ensemble avec les étudiants et les professeurs. Je dirais, bon, c'est une des places les plus ensoleillées, hein, entre autres. Hein, une jeune place, un gros hub financier qui a littéralement explosé ces dernières années. Une ville très internationale. Je crois que toutes les nationalités sont représentées, à part peut-être les Émirats qui sont en minorité, hein, ce qui est fort possible. Ilyes, je vais te laisser un petit peu te présenter, expliquer un petit peu ton parcours et puis ce que tu fais à Dubaï malgré le confinement. Ok, donc bonsoir tout le monde. Mon parcours, rapidement, moi à la base, j'ai commencé à l'université de droit où j'ai fait un DUT carrière juridique que j'ai obtenu. J'ai travaillé pendant 2 mois et demi avec un avocat où j'ai appris vraiment pas mal de choses, surtout dans la stratégie, dans la réflexion intellectuelle. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose d'un peu plus punchy, d'un peu plus vivant. Donc j'ai décidé de continuer mes études en licence professionnelle en banque finance à Descartes. Licence professionnelle que j'ai réalisée en alternance chez BNP CIB en back-office swap. Et par la suite, j'ai continué chez Financia le master analyse de marché et gestion des risques pour la première année. Et en deuxième année, finance d'entreprise que j'ai également obtenu. Mon mémoire se portait sur la finance islamique et maintenant, mon alternance à côté de Financia était chez CACIB, Crédit Agricole CIB. D'ailleurs, je vous félicite parce que tous les participants ce soir qui exposent leur expérience de VIE, on appartient tous au groupe Crédit Agricole, que ce soit Amundi, CACIB ou CACEIS. Donc, ça, c'est top. J'étais chez CACIB à Paris, à Montrouge, en finance, au département finance, précisément tout ce qui est asset liabilities management, donc la gestion des risques de solvabilité, les ratios prudentiels. Donc ça rejoint un peu le poste de Maxime, je pense. Et à la fin de cette expérience, j'ai voulu partir à l'étranger, précisément au Middle East. Pourquoi, comme l'a dit Alfonso, premièrement pour le cadre, la météo est parfaite toute l'année. Et aussi pour ce côté international. C'est vrai que ce que disait Alfonso, par exemple aux Émirats, vous avez pas énormément d'Émiratis, ils sont à peu près que 8% et on est 92% d'étrangers. Donc ça, c'est top. Votre voisin ne parlera pas votre langue ou alors c'est très très rare de tomber sur quelqu'un qui parlera votre langue de prime abord. Donc vous pouvez facilement échanger avec tout le monde est sociable. Le respect aussi, le respect
pour les règles qu'impose le pays, le respect de l'autre. C'est vraiment un cadre différent de Paris, où peut-être Paris est un peu plus agressif là-dessus. Les Émirats, c'est un peu plus relax, entre guillemets. Et j'ai continué chez Cassib, mon VIE, en coverage. Je suis analyst coverage, donc j'assiste un senior banker et un relationship manager dans tout ce qui est origination des opérations avec des entreprises. Donc c'est top, j'ai continué également en interne. Ça n'a pas été forcément plus facile qu'une candidature en externe. J'ai dû candidater comme tout le monde sur le site de recrutement, refaire des entretiens RH, refaire des entretiens opérationnels. Mais c'est vrai que j'avais tout misé sur ce poste parce que le VIE, ça vous permet d'upgrader à une vitesse par rapport à l'alternance. Vous pouvez vraiment trouver le poste de vos rêves ou un poste très qualifié que vous n'avez peut-être pas forcément l'opportunité d'avoir en sortie d'études en France. Donc, pensez à ça aussi. Ne choisissez pas uniquement la place géographique, mais choisissez également le poste qui va vous permettre d'évoluer sur un court terme, peut-être 3 ans, 5 ans. Et après, vous allez voir que votre expérience, ça va juste exploser et on va vous appeler pour tout autre poste. Ah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage très complet. Alors, on va commencer à aborder un petit peu un petit peu les questions. Alors, qui sont d'ordre général, hein, donc je propose que chacun réponde, celui qui est un peu plus concerné par la question. Alors, il y a une question effectivement de Marie. Alors, une longue question, j'essaie un petit peu de synthétiser. Voilà, en gros, qu'est-ce que ça a changé, votre VIE, sur la manière de travailler? En gros, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement sur le travail? Est-ce que vous avez senti une différence entre avant alors vous aviez déjà une expérience tous forte, hein, puisque vous aviez tous fait de l'alternance. Donc vous êtes arrivé sur les VIE avec une certaine expérience, je dirais, par rapport à la moyenne des étudiants qu'on peut rencontrer en France. Alors qu'est-ce que ce VIE, vous pensez à modifier chez vous sur votre méthode je dirais, de travail en général? Qui veut répondre? Qui se lance? Allez, Ilyes. Vas-y, Elias. Allez, Ilyes. Euh, Concrètement, par rapport à l'alternance où vous avez quand même ce cadre scolaire, vous avez encore cette étiquette d'étudiant. Le VIE, c'est un autre monde. Vous pouvez oublier tout ce support, ce soutien que vous allez avoir de votre tuteur, parce que ici, vous n'avez pas forcément un tuteur qui va vous suivre tout au long de l'année. Vous allez bien sûr avoir votre chef, votre manager, mais il ne va pas être forcément focus que sur vous comme pour l'alternance. L'alternance, c'est très encadré, c'est très euh, c'est peut-être trop encadré, ou dans le sens où vous restez quand même l'étudiant de l'équipe. En VIE, c'est toute une autre méthode de travail. Vous travaillez beaucoup plus, énormément. Enfin, je parle en tout cas pour mon cas, mais vous travaillez énormément en VIE. Vous pouvez oublier les 8h30, 18h que vous avez l'habitude de faire en France, et parfois certains le font moins. Les 5 jours par semaine, ça en devient un luxe. Mais en tant que VIE ici aux Émirats, et je ne parle pas que pour mon cas, mais c'est vrai que la place des Émirats, on travaille énormément. Et ils n'ont pas en tête le 35 ou le 39 heures. Ensuite, ce que ça a vraiment changé, c'est la façon de travailler. On vous, on vous donne beaucoup plus de responsabilités. Vous êtes un membre à part entière de l'équipe et du pôle auquel vous, vous êtes intégré. Vous avez vos propres responsabilités, vos propres dossiers à suivre. Vous n'allez pas forcément passer par votre N+1 pour demander la validation qui, lui, va passer par votre N+2, etc. Vous allez aller directement face au problème, avec vos idées, avec vos arguments, et vous allez faire du mieux pour présenter vos dossiers, vos tâches du mieux possible. Donc, il faut vraiment garder en tête que votre rythme de travail va énormément changer, en bien ou en mal. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, vous allez énormément progresser. Ça va être très, très dur. Honnêtement, ça va être très, très dur. Vous allez travailler 6 jours par semaine, 7 jours par semaine parfois. Mais le succès sera à la fin de ce contrat, et vous allez être amplement
remercier. Bon, bah, c'est vrai que les 35 heures, c'est un peu une particularité française, hein, et je pense que quand on part à l'étranger, il faut oublier cette loi nationale. Alors, j'avais une autre question que je vais demander effectivement à Sarah et à Jérémy de me répondre. Alors, c'est tout simple, c'est que, est-ce que, d'un point de vue pratique, est-ce qu'on vous a aidé, par exemple, pour le logement, trouver l'appartement, avoir une assurance pour ce logement, peut-être, je ne sais pas, une voiture ou non, comment on fonctionne, bref, la vie au quotidien. Est-ce qu'effectivement, votre entreprise, comment elle a pu vous aider de ce côté-là, si elle vous a aidé? Jérémy, je te laisse commencer. Ouais, alors ce qui est bien avec le VIE, c'est qu'on est quand même vachement bien encadré. En tout cas, on a un encadrement qui est fait de la part de Business France, qui est l'entité gouvernementale qui va en fait encadrer tout le processus VIE. Et on est aussi encadré par l'entreprise qui va nous recevoir dans le pays dans lequel on va aller. Donc, on a une réunion de préparation qui est réalisée par Business France avant de partir, où on nous explique un peu toutes les modalités du VIE, les questions qui concernent par exemple l'assurance maladie, etc., le rapatriement, le départ, etc. Les billets d'avion sont pris en charge par l'entreprise, donc le billet d'avion, l'aller et le retour. On a également le droit à une sorte d'allocation en arrivant, qu'on peut prendre ou non pour s'installer en fait. C'est une avance sur salaire. Donc ça, c'est aussi assez pratique parce que du coup, on n'a pas besoin d'anticiper, de mettre de côté, par exemple, pour pouvoir partir. En fait, on part en ayant l'esprit tranquille parce qu'on a déjà une avance financière. Et après, en ce qui concerne le logement, moi, j'avais un logement qui m'avait été confié par le travail pendant le premier mois. Donc, je suis arrivé en fait sur place en étant logé. Et donc, ça, c'était quand même assez avantageux. Ensuite, j'ai trouvé mon appartement de mon côté, ça s'est très bien passé. Mais globalement, en général, ça se passe relativement bien sur les VIE. On a quand même un encadrement qui est assez apaisant et on peut se concentrer vraiment à 100% sur nos missions dès le premier jour. En fait, on n'a pas besoin de s'occuper d'une paperasse administrative, pas possible. Alors moi, j'étais en Europe, donc je n'avais pas de visa à faire. C'est différent pour Ilyes, par exemple, ou pour Sarah d'ailleurs. Mais globalement, on a quand même un encadrement à la fois de Business France et de l'entreprise qui va nous recevoir. Et ça, c'est très appréciable. Et pour le coup, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir avant le départ. Ça se fait relativement facilement. Donc, en fait, bah, super. C'est vrai, attends, Sarah va nous expliquer un petit peu son expérience. Mais effectivement, Business France, hein, donc c'est un organisme public, hein, je dirais, d'État, hein, entre autres, qui gère en gros les VIE, hein, et apporte certaines solutions et facilités. Hein. Exactement. En fait, notre contrat n'est pas directement avec l'entreprise qui va nous accueillir, mais avec Business France. Voilà. Et on peut trouver toutes ces informations sur Internet, hein, de manière assez facile. Vous tapez VIE et vous allez voir, il y a pas mal, comme c'est en fait régi par une loi d'ailleurs assez récente, hein, qui a été modifiée assez récente. Vous pouvez voir en tapant sur Internet, sur les VIE, il y a pas mal d'explications, entre autres, de comment ça fonctionne et on peut vous accompagner. Alors, toi, Sarah, alors pareil, c'est vrai, Stockholm, c'est en Europe, il n'y a pas de visa, mais c'est vrai qu'on est dans une autre culture quand même. Bon, là, à Singapour, c'est loin. Il faut un visa. Voilà, il faut un visa, ça, c'est certain. Alors, comment ça se passe? Tu arrives, hein? Est-ce qu'Amundi te donne un coup de main? Comment ça se passe pour ton logement, entre autres, et la vie au quotidien? Alors, bon, bien sûr, même si on part plus loin en Asie, les modalités sont les mêmes par Business France. Je rajouterais qu'il y a également un forfait déménagement bagage qui est assez conséquent. Donc, de la même manière, en fait, Business France va prendre en charge votre déménagement. Je dis ça, quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de biens, mais parfois quand on a un appartement, on a des choses à déménager. Il faut savoir qu'ils prennent ça en charge dans les deux sens, à l'aller et au retour. Et encore une fois, c'est un peu conséquent. Donc, vous allez effectivement pouvoir vous installer très simplement. Concernant le visa, je ne dirais pas que c'est compliqué, mais effectivement, c'est un processus un petit peu long. Si je ne me trompe pas, je crois qu'Ilyes, tu as eu à faire face un peu aux mêmes difficultés. En tout cas, pour rentrer sur le territoire singapourien, il y a beaucoup de papiers à faire, beaucoup de papiers à donner.
Surtout, préparez vos diplômes traduits. C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais c'est obligatoire pour des postes à l'étranger. En tout cas, ça l'a été pour moi, ça l'a été pour IS. Préparez l'intégralité de vos diplômes traduits par des traducteurs assermentés. Ça va vous être demandé et vous ne pourrez pas faire autrement. Mais concernant le visa, en plus, on fait face à des tests médicaux. Je ne sais plus, Ilias, si tu as eu ça aussi. Si, on fait face à des tests médicaux. Alors après, c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'en France. Il faut être transparent. Donc, ce sont des tests médicaux du type, je vous dis, c'est radio des poumons, prise de sang, test VIH. Ils veulent s'assurer qu'on rentre en très, très bonne santé sur leur territoire, mais c'est fait de manière très simple. J'ai passé l'intégralité des tests en 1h30 et on avait les résultats le lendemain. Donc, vous inquiétez pas, ça va vite, mais il faut y faire face. Mais l'entreprise vous aide pour ça. Ils ont été vraiment très, très, très supportifs avec moi de A à Z. Donc, ça s'est très, très bien passé. Et ensuite, une fois qu'on a le visa, c'est un peu une carte en or. Donc, ne la perdez pas, gardez-la bien. Donc, c'est effectivement plus compliqué, mais ça se fait très, très bien quand même. Et ensuite, on le garde précieusement parce que c'est comme je disais, une carte en or. Pour le coup, c'est une carte en or et le VIE permet d'avoir facilement cette carte qui n'est pas si simple à obtenir sur le territoire singapourien en tout cas. Et concernant le logement, parce que c'est vrai, on a son visa, on arrive à l'aéroport, on a ses valises, où est-ce qu'on va? Alors, de la même manière que Jérémy, moi, je ne l'ai pas utilisé parce que par contact, j'avais déjà trouvé un logement, une colocation. Mais de la même manière, on a le droit à 1 mois de logement. Donc là, en l'occurrence, la proposition était dans un hôtel, dans un bon hôtel. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude sur l'arrivée. Tout est encore une fois très bien encadré. Ensuite, ça va dépendre des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise n'est pas du tout obligée de vous aider sur votre loyer. Si jamais elle vous aide, et là c'est à la hauteur, c'est au choix de l'entreprise, le montant qu'ils vont vous allouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Business France va vous abattre 20% du salaire parce que l'entreprise vous aide, tout simplement parce que du coup ils estiment que la partie que eux vous donnent pour le loyer, elle n'a plus à être versée, mais elle est versée directement par l'entreprise. Chez Amundi, ils versent la totalité du loyer jusqu'à un plafond limite qui équivaut à l'allocation géographique du pays dans lequel vous êtes. Donc en Asie, c'est une des allocations géographiques les plus élevées, surtout à Singapour, parce que dans ce calcul, ils prennent le pouvoir d'achat et le taux de change. Donc c'est assez élevé. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un loyer payé en intégralité. J'ai fait 2 logements différents, mais les 2 ont été payés en intégralité par Amundi, donc ce qui est très, très confort. Mais ce n'est pas le cas, encore une fois, de toutes les destinations et de toutes les sociétés. Bien sûr, au cas par cas. Merci beaucoup, Sarah. Alors, la prochaine question que je vais poser va être à Khaled et Maxime, qui va poser entre autres sur la candidature. Mais juste avant ça, je voulais répondre à Vincent Chavard concernant le secteur de l'immobilier en VIE. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de place dans le secteur de l'immobilier, banque, parce que tout simplement, l'aspect financier et les métiers de la finance sont beaucoup, beaucoup plus larges. À aujourd'hui, on a des étudiants qui travaillent à l'international en immobilier, mais qui des fois ont créé leur entreprise ou entre autres ont eu des opportunités, ou sinon ils travaillent sur des postes internationaux, mais je dirais basés à Paris. Donc nous encore, on n'a pas eu d'expérience, en tout cas de VIE purement en immobilier, parce qu'il y a un petit peu moins de place et un peu moins de candidats en immobilier que sur l'ensemble de la finance. Néanmoins, ces places, même si elles sont moins nombreuses, existent, parce que comme je vous l'ai dit un petit peu en début, on en a aussi même en cybersécurité, donc il en existe aussi en immobilier. J'en profitais pour faire un petit coucou d'une étudiante qui n'a pas pu nous rejoindre, qui a fait son expérience à Milan, en Italie. On a pas mal d'étudiants en finance de marché qui sont allés là-bas
qui se sont succédés. Et donc, pour ceux qui voudraient avoir un témoignage de Nabila, comment ça se passe en Italie, écoutez, n'hésitez pas à aller vous taper sur LinkedIn Nabila Financia et puis vous allez tomber sur elle sans problème. Et donc, elle est tout à fait disponible à pouvoir répondre à vos questions pour ceux qui seraient intéressés par la zone géographique italienne où il ne faut pas automatiquement parler italien. Je tiens à vous le rassurer. Alors, concernant Khaled et Maxime, et je vais commencer par Maxime. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de comment était la sélection dans le cadre de votre VIE? Est-ce qu'elle a été intensive? Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui a fait votre différence pour décrocher ce VIE? Alors, du coup, je peux faire un feedback sur deux processus de recrutement parce que j'avais eu le poste pour Natixis à New York. Donc, sur celui-ci, j'ai vraiment senti effectivement une sélection intensive parce que j'ai dû me déplacer 4 fois à Paris pour passer des entretiens. Même pour les entretiens que je devais passer avec le métier à New York, au final, je devais me déplacer et aller dans une salle de visio dédiée. Donc là, j'ai vraiment senti qu'il y avait beaucoup de candidats. Il y avait même des salles d'attente avec les candidats qui défilaient un peu comme dans les films américains, ce qu'on peut voir. Autant sur la candidature pour KCIS, j'ai senti beaucoup moins de sélection. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que déjà KCIS n'est pas aussi connu et Luxembourg n'est peut-être pas une destination aussi attractive que New York. Là, pour le coup, je me suis déplacé qu'une fois physiquement au Luxembourg. J'ai juste fait un entretien avec les RH et un entretien avec les managers de l'équipe et ça a suffi. Maintenant, sur ce qui peut faire la différence, c'est quelque chose qui se prépare, un entretien, mais c'est valable tout le temps. Faut pas y aller les mains dans les poches. Il faut se renseigner beaucoup sur l'entreprise. Une question qui va être posée aussi, maintenant je fais passer des entretiens à des VIE, donc des questions que je pose, c'est les motivations à venir dans un pays et en fonction des destinations, ça ne suffit pas de se dire j'ai envie de m'exporter à l'international parce que pour le Luxembourg, quelqu'un qui vient avec l'argumentaire de dire voilà j'ai envie de parler anglais, j'ai envie d'avoir une vraie expérience dépaysante à l'international, c'est des arguments bateaux qui ne vont pas forcément fonctionner pour le Luxembourg. Donc faut bien réfléchir, faut bien savoir ce qu'on veut. Et en général, je veux dire, ça passe, il n'y a pas de raison. Vous êtes bien formé avec Financia, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Bon, comme vous voyez, notre réseau s'étend. Donc, peut-être que certains d'entre vous auront la chance de passer un entretien avec Maxime. J'espère qu'on va jouer un petit peu le réseau. Mais en tout cas, il sera sévère. Il faut bien préparer effectivement votre projet, votre poste et que ça ait une réelle cohérence. Khaled, alors raconte-nous un petit peu ton recrutement. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as senti de la concurrence? Est-ce que tu as eu de la pression? Quel est ton ressenti sur ce sujet? Alors moi, pas comme Maxime, déjà j'ai eu une seule entreprise, donc directement KCIS. Donc j'ai postulé à KCIS et j'ai été pris à KCIS. Donc comme a dit Maxime, j'ai pas senti une grande concurrence. J'ai pas senti que c'était compliqué de rentrer dans l'entreprise. Après, il ne faut pas oublier, c'est que j'ai postulé un poste pour lequel j'avais déjà 2 ans d'expérience. Donc, je pense que ça joue beaucoup, ça a beaucoup joué sur la balance, pesé sur la balance. Donc, je n'ai pas senti que c'était très compliqué. Après, il n'a pas tort, Maxime, pour apprendre l'anglais. C'est sûr que Luxembourg, ce n'est pas la place où tu vas apprendre l'anglais, mais bon, tu en fais beaucoup plus qu'en France. En tout cas, tu pratiques beaucoup plus qu'en France. Après, chez KCIS, comme il a dit, KCIS, c'est la France. Exactement. Écoute, je pense que, un petit peu pour éclairer un peu nos étudiants, c'est vrai que le Luxembourg et la France, c'est très proche. Il y a une culture, effectivement, qui est proche, peut-être une méthode de travail assez semblable. Et donc, c'est vrai qu'ils ont peut-être plus de facilité à les entreprises françaises recruter des Français qui s'intègrent excessivement bien. Néanmoins, je pense que ce qu'on peut constater lorsqu'on va sur des places
beaucoup plus internationale. On parlait de Dubaï, où il y a essentiellement que des étrangers. On parlait effectivement de Singapour. Il y a toute l'Asie qui est là, mais pas seulement. Et puis même pour Maxime, quand on nous parle de New York, qui sentait une pression. Effectivement, là, on parle de villes beaucoup plus internationales. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut différencier un petit peu, je dirais, les pays européens et surtout ceux qui sont très limitrophes, entre autres, à des gros hubs internationaux, mondiaux, où là, on est peut-être sur une concurrence beaucoup plus large et internationale. Et le fait d'avoir une culture française, entre autres francophone, qui est peut-être une aide complémentaire au Luxembourg, n'est pas automatiquement, on est plutôt peut-être à égalité à ce moment-là sur d'autres hubs beaucoup plus internationaux. Alors, j'avais une question, je ne sais pas qui vous la répondre, mais je connais un petit peu la réponse, mais je vais savoir. Il y a Jellica qui demande si on peut négocier son salaire en VIE, et est-ce qu'il y a un barème? Alors, qui est pointu sur ce domaine? Alors, moi, je veux bien lui répondre, Jellica, mon ami. Ma chère amie Jellica. Alors non, enfin moi pour ma part, je pense que non, tu ne peux pas négocier ton salaire. Et oui, il y a un barème en fonction de la zone géographique où tu vas te déplacer. Vous êtes ouais, c'est ça. Oui. Qui est énorme. La différence entre les zones géographiques est assez élevée, je trouve. Mais le calcul est simple. Je pense que vous pouvez trouver le détail sur Internet. La grille, c'est sûr. Web. Je pense que le détail aussi, si ce n'est pas le cas, de toute façon, ils vous l'expliqueront durant la première journée qui se déroule à Paris, qu'évoquait Jérémy. Mais très rapidement, ils prennent en compte le pouvoir d'achat, ils prennent en compte le taux de change entre la France et le pays où vous allez aller, ils prennent en compte les relations entre la France et le pays de destination, c'est-à-dire, on vit un petit peu aujourd'hui, quelle est la capacité des forces françaises sur place dans votre pays de destination en cas de souci? Est-ce qu'il y a une ambassade? Est-ce qu'il y a un consulat? Est-ce qu'ils ont un site de repli pour les Français ou pas? Souvent dans les lycées français. Quelle est la capacité à vous rapatrier s'il y a un souci? Donc tout ça, ça compte. Compte aussi l'éloignement géographique. Plus vous êtes loin, plus l'allocation est élevée. Et enfin, c'est dû à tout ça, c'est réévalué trimestriellement. Trimestriellement, vous allez avoir votre salaire qui va changer. Alors, c'est pas des mouvements énormes. En tout cas, c'est pas le cas sur les salaires de Singapour. C'est pas des mouvements énormes, mais voilà, ils évoluent trimestriellement pour se réadapter, notamment au taux de change. Merci. Alors, je vous invite à regarder, effectivement, j'avais inscrit cbweb.com et Maxime, merci beaucoup Maxime, entre-temps, a mis directement le lien pour avoir le barème à la date du 1er avril 2020. Donc, effectivement, ça vous donne de bonnes informations, en sachant qu'en règle générale, les VIE sont correctement rémunérés et effectivement, dans le cas des grandes banques, on est souvent encadré et donc généralement ça se passe assez bien. C'est une bonne expérience. On va bientôt arriver, donc on va prendre une question ou deux, puis il y en a une à laquelle je répondrai moi-même. Voilà, mais alors Rachid pose une question, savoir est-ce qu'il faut être parfaitement bilingue pour faire un VIE dans les pays anglophones? Clairement, oui. Bon, à Dubaï, c'est obligatoire, parce qu'en fait, la langue parlée est l'anglais, donc sans ça, c'est… Honnêtement, oui. Il faut avoir un très bon bagage en anglais. Alors, ok, on va pas vous demander de réciter la recette du gâteau au chocolat en anglais, mais tout ce qui est vocabulaire technique, il faut le connaître, bien évidemment. De toute façon, je pense votre entretien se passera en anglais pour un pays anglophone, mais il ne faut pas venir avec l'idée de se dire j'ai des bases et je vais creuser plus tard. Parce que une fois présent dans votre pays, de votre structure d'accueil, vous allez bien ressentir que vous êtes un peu en retard par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier que vos collègues sont quasiment tous de l'étranger. Les jeunes diplômés, par exemple, surtout les jeunes diplômés qui viennent d'Asie, ils ont été formés depuis leur plus tendre enfance à atteindre les meilleures universités du monde,
à se battre pour les meilleures places et ils deviennent vos collègues. Donc, clairement, il faut avoir le meilleur bagage possible en anglais. L'anglais est primordial. Oui. Primordial. Sinon, vous faites Après, manger. vous allez avoir une courbe de progression aussi qui est Bien bien plus sûr. rapide qu'en France, parce que vous Bien allez sûr. être entouré 100% d'anglais autour de vous. Moi, je ne vous cache pas qu'au début, les premiers jours, on a mal à la tête le soir, parce qu'on n'est Oui. pas forcément habitué à entendre de l'anglais comme ça aussi souvent, même si on regarde tous Netflix. C'est pas si évident, et je dirais même plus, alors peut-être moins effectivement à Dubaï si vous parlez quasiment que anglais. En tout cas, en Asie, on parle beaucoup anglais, mais pas que. On parle beaucoup mandarin. Donc, il faut, je dirais, alors je ne parle pas mandarin même après 2 ans, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même avoir une ouverture et une facilité sur l'apprentissage des langues, parce que voilà, on a parlé beaucoup du côté professionnel, mais je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas oublier, quand on est loin comme ça et qu'on rentre dans une autre culture, il faut aussi arriver à s'intégrer, que ce soit avec vos collègues ou dans la vie personnelle. Et pour ça, il faut comprendre les gens qui sont autour de vous. Donc, effectivement, il y a l'anglais, mais après, si vous allez dans des pays plus du coup vers l'Asie, pardon, il va falloir aussi vous mettre à d'autres langues, en tout cas à la base d'autres langues. Et pour ça, il faut un peu de facilité et d'envie aussi, beaucoup d'envie sur d'autres langues. Alors, il faut certes avoir un très bon niveau en anglais, mais en revanche, je pense qu'il faut éviter de se focaliser sur l'accent. L'accent français, on le gardera à vie. Et honnêtement, il ne faut pas se dire, OK, j'ai un accent de merde, je ne sais pas très bien parler anglais, j'ai un accent vraiment français, donc ça ne passera jamais. En réalité, non, c'est pas ça. Ça n'a absolument rien à voir. Et par ailleurs, je pense que ça peut aussi être un plus de mettre en avant la culture française de par son accent. En tout cas, avec les Suédois, c'est hyper efficace d'avoir un petit accent assez rapidement et ça fait sentir ne soyez pas focus sur l'accent, vous n'arriverez quasiment jamais à avoir un accent parfait en anglais. Focalisez-vous sur le vocabulaire et sur avoir une expression qui soit la plus fluide possible. Voilà. Et il est très apprécié, l'accent français, donc parlez avec le plus moche accent possible et tout va bien se passer. Khaled, tu peux nous confirmer l'accent français est apprécié? Khaled, t'es sur mute. Oui. Il est perturbé. Je dis que la langue française est appréciée au Luxembourg. Bon. C'est un point. Et toi, Jérémy, alors c'est vrai que Luxembourg, on comprend bien, on parle anglais, mais c'est un pays francophone, donc c'est un petit peu plus facile. On comprend que lorsqu'on parle loin, là, c'est vraiment indispensable, très, très, très bon niveau d'anglais, mais on progresse très, très vite. Alors, toi Jérémy, comment alors, je sais que tu t'es très rapidement intégré à la vie en Suède extérieure, et que tu sais vivre avec les autres. Mais c'est vrai que tu es en Europe, mais en même temps avec une langue qui est suédois, parlée essentiellement par les Suédois, je dirais. Ce n'est pas une langue qui s'exporte énormément. Mais dans un groupe français, comment ça s'est passé avec l'anglais? Alors en fait, la Suède, ils ont un niveau d'anglais qui est très élevé. Tout le monde parle anglais. Dans la rue, dans les magasins, au restaurant, il y a toujours un affichage anglais et suédois. Il faut savoir que les pays nordiques en général sont très exportateurs, donc ils sont vachement tournés vers l'extérieur. Et donc, de par ce fait-là, en fait, ils parlent absolument tous anglais. Le suédois est une langue c'est pas une langue latine, c'est une langue qui est proche de l'allemand. Enfin, c'est un mix entre plusieurs langues. C'est un peu compliqué quand on ne parle pas du tout la langue. Mais pour autant, ça n'a pas été une difficulté pour moi. Quand je me suis un peu lancé dans l'apprentissage du suédois. Ça n'a pas été facile au début, mais ça a été facilité par le fait que ensuite j'ai rencontré une Suédoise et que du coup, j'ai dû commencer à prendre quelques cours de suédois. Et après, au travail, en fait, on avait, donc, je dirais, un quart des effectifs qui étaient français, chez Cassib Stockholm, et le reste était suédois. Donc, en gros, la langue du travail, c'était l'anglais uniquement. D'accord. On peut se retrouver dans certaines situations où des collègues entre eux parlaient suédois, mais c'est quand même assez rare. Donc, ça ne posait absolument aucun problème de ne pas savoir parler suédois. Mais c'est toujours un plus de s'intéresser à la culture et à la langue du pays dans lequel on va, ne serait-ce que par intérêt personnel. C'est hyper enrichissant d'apprendre une culture par la langue.
Bon, très bien. On est persuadé que tu t'es bien intégré. Il n'y a pas de, je n'ai aucun souci sur tes compétences et tes qualités. Euh, on- Ça va faire 1 heure, donc on arrive à la fin. Je vais juste répondre à une petite dernière question qui concerne effectivement, les étudiants se posent la question de la sortie de crise, l'international et entre autres les RH. C'est vrai que pour l'instant, les banques ont une faible visibilité. Nous, chez Financia, on est régulièrement en contact avec les RH, on s'occupe essentiellement des alternances. Néanmoins, sur des régions très proches, et je pense encore le Luxembourg qui est très bien représenté ici, puis on a d'autres étudiants aussi qui ont été au Luxembourg ou on a été en contact avec des grandes entreprises comme EY par exemple, qui recherchent beaucoup de candidats de chez Financia et qui ont reçu pas mal de CV on vient d'assigner un partenariat. Donc voilà, donc eux spécifiquement cherchent plutôt des CDI que des VIE, mais c'est vrai que le VIE n'est pas la seule solution, mais est une des solutions. Voilà. Sur laquelle on voulait éclaircir aujourd'hui. Il est certain que certaines zones géographiques, je pense que Sarah ne pourra pas me contredire, ni Lies, comme effectivement hors Europe, ça me paraît à court terme compliqué d'envoyer effectivement parce que c'est la responsabilité de l'entreprise. Néanmoins, ce virus peut aller très très vite. En Asie, on en a connu déjà de nombreux virus. Ce n'est pas le premier. Je pense qu'ils sont déjà assez aguerris, d'autres à Singapour. Donc, ils ont des capacités à fermer et à rouvrir de manière très très rapide parce que la population et le gouvernement est habitué à gérer ce type de crise. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est dans un premier temps à nos étudiants qui cherchent des VIE, premièrement, regardez au sein de votre établissement bancaire, puisque généralement, c'est eux qui organisent. Et ils aiment bien quand même les candidats en interne, même si c'est ouvert. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième volet, allez effectivement sur le site Cadenet Maxime, même sur CiviWeb, vous allez avoir beaucoup d'informations techniques, concrètes. Il peut même y avoir certaines offres. Je dirais à nos étudiants, privilégiez vraiment les pays proches de la France où on va pouvoir circuler de manière, je dirais, plus facile. Et donc le Luxembourg, et c'est pour ça qu'on a 2 représentants ici du Luxembourg. Voilà. Mais laissez pas de côté qu'effectivement, on espère tous sortir un petit peu de ce confinement par le haut et tous en bonne santé et qu'on puisse reprendre très rapidement les VIE et les expériences à l'international. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, vous avez ici tous les noms de nos étudiants que je remercie. Alors certains sont déjà en CDI, ils ont fini leur VIE, travaillé, d'autres internationales, viennent de revenir, d'avoir été présents pour éclairer nos étudiants d'aujourd'hui. J'espère qu'ils sont un exemple pour vous. En tout cas, ils le sont pour moi et je voulais vous dire que je suis vraiment très fier des parcours que vous avez pu réaliser avec ces notations internationales qui est vrai et vraiment très apprécié. Donc vraiment, bravo à tous. Et chers étudiants, je peux vous dire qu'ils restent disponibles sur LinkedIn si vous avez une question à leur poser. Mais n'hésitez pas aussi à contacter d'autres alumni qui ont fait d'autres parcours. On en a eu à New York, entre autres Société Générale, et à Genève, chez BNPM, ou dans d'autres villes. Tapez leur nom sur LinkedIn. La vie, généralement, vous allez pouvoir tomber. Mais voilà un témoignage déjà en live. Et merci pour ces questions intéressantes, je pense, qui ont éclairci tout le monde et j'espère vont faire des vocations et que nos étudiants vont pouvoir suivre vos chemins et peut-être un jour, vous-même, vous leur ferez passer des entretiens. J'en serais très, très heureux. Et puis, ça nous permet de rester en contact, surtout pour ceux qui sont internationaux, qui sont partis
il y a une distance, vous ne pouvez pas venir aux soirées ou aux différents événements. Donc, on reste quand même en contact. Et quand vous passez par Paris, sachez que vous êtes les bienvenus. D'autant plus qu'on a une petite surprise. Bon, c'est un petit peu un scoop, mais on va s'agrandir. Hein. Alors, on va rester dans le même coin. Hein, Financia va rester dans le même coin, mais on va énormément s'agrandir et à la rentrée prochaine, il y aura un campus magnifique. Donc, on pourra vraiment, maintenant que vous êtes des grands professionnels de la finance, vous accueillir avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci. Hein, et puis, Merci. je vous dis à très bientôt. Et puis, s'il y a des étudiants qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci à tous. Encore, à très bientôt. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Pareil.